Alors, je reprends l'appel. Si vous voulez. Donc, Philippe Reynaud. Présent. Donc, Cécile Dugout va nous rejoindre dès qu'elle a terminé son travail. Gilbert Pommet. Présent. Lucette Brissot. Oui. Roland Michalet. Oui. Nathalie Garofalo me donne un pouvoir. Nicolas Gris. Présent. Stéphanie Ugolini. Présent. Fabien Collier. Présente. Jérôme Chedin. Présent. Stéphanie Béranger donne pouvoir à David Arias. Karim Amadou donne pouvoir à Cécile Dugour. Muriel Baz. Présente. Thierry Laure me donne également un pouvoir. Madeleine Lambert. Elle est là. Abdoulaye Yann doit être en visio, c'est ça. Présent, oui. Cécile Beau. Elle a écouté, on la voit. On la voit, mais elle est dans le flou, c'est pas. Elle est dans le brouillard, elle doit être à l'extérieur. Isolée. David Arias. Présent. Hélène Caro donne pouvoir à Cécile Dugour. Aline Duyard. Présent. Julie Lopez donne pouvoir à David Arias. Hervé Chanu devrait nous rejoindre. Il a eu un petit problème technique avec son vélo sur le chemin du retour du travail, donc il devrait nous rejoindre. Séverine Munoz. Oui. Nathan Gomez, il est en visio, c'est ça? Oui. Oui. Il n'y a pas de micro. J'ai pas de micro. La dernière fois, pour la commission finance, j'entendais, je voyais, mais impossible de activer mon micro. Ah, c'est à nous de l'activer peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'avais eu Nicolas juste avant, il n'y avait que toi et moi, je pouvais. Et après, tout le long, j'ai pas pu. Échange, d'accord. Pardon? D'accord. Échange avec vous. Vous n'avez pas Tu vas voir faire un test, quoi. Oui, il est bloqué fermé. Alors, Abdou a parlé. Ah oui, Abdou a parlé. Ouais. Donc alors, vous m'entendez? Pardon. Oui. Non, c'est Johan. Donc j'ai activé les micros de Cécile et Nathan Gomez. C'est bon, bon, d'accord. Merci. C'est bon? C'est pas vous. C'est bon. Johan, c'est vous qui gérez les micros, hein, c'est bien ça? Je gère, oui, mais là je pense qu'il y a eu une difficulté technique, mais du coup les micros sont activés, donc c'est bon. D'accord. Il a répondu. Là, il est fermé. Mais c'était lui qui l'a fermé. Bruno Pomerol. Présent. Stéphanie Muller donne pouvoir à Bruno Pomerol. Philippe Perret est absent et Madeleine Carton donne pouvoir à Bruno Pomerol. Alors, je rappelle le principe, hein, puisqu'on est reparti sur les nouvelles règles, donc quorum au tiers et bien entendu 2 par personne peuvent être possibles. Voilà. Alors le premier point, donc c'est l'approbation du PV du 19 novembre 2021. Donc au cours duquel nous avons vu les points suivants. Donc l'approbation du PV du 22 octobre, les comptes rendus des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations, la désignation du coordinateur communal du recensement et la fixation des rémunérations de l'équipe de recensement, la modification des statuts de la CCBD, c'est le transfert du siège, désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du collège Philippe Cousteau, les conditions de participation des familles à la classe de neige 2022, la mise à disposition du gymnase au profit du collège Philippe Cousteau, donc ça c'est l'établissement des modalités de participation du département de l'Isère dans le cadre d'une opération de régularisation comptable. Ensuite, nous avons vu une procédure de déclaration de projet portant sur le renouvellement et l'extension de la carrière de Tim Jamesieux. Donc c'est la définition des objectifs poursuivis et des modalités de concertation préalable. Une décision modificative numéro 3 dans le cadre du budget principal. Le remboursement des inscriptions annuelles à la MJC pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, donc suite à la Covid-19. Et ensuite, nous avons entendu les commissions et les syndicats et vu des questions et informations diverses. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques particulières, donc je soumets à votre approbation. Y a-t-il des voix contre?
Alors je ne sais pas, donc au niveau des personnes qui sont en visio, si vous avez besoin de manifester votre désapprobation éventuelle, vous n'hésitez pas peut-être à remettre votre caméra ou en tout cas de vous interpeller. Donc pas d'abstention. Je vous remercie. Je voulais juste rappeler aussi, j'ai oublié de le faire en préambule, donc comme on a à nouveau un mode hybride possible, donc je vous rappelle de bien prendre la parole à tour de rôle, mais pas en même temps, parce que ça perturbe énormément ceux qui sont en visio si tout le monde parle en même temps. Alors, le premier point, donc... Ah oui, c'est d'accord. Par contre, oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a un point à rajouter à l'ordre du jour. Donc ce point concerne en fait... Je trouve... Donc ce point concerne la délégation du droit de préemption urbain au profit de l'EPORA, donc qui concerne 2 parcelles donc sur le site de l'OAP Mairie, donc qui concerne donc la veille foncière sur cette OAP. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions à rajouter ce point à l'ordre du jour, que nous traiterons bien sûr en dernier point? Des abstentions? Je vous remercie. Alors le premier point, donc c'est le compte rendu des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations. Donc un certain nombre de décisions qui concernaient ces décisions qui concernaient la conclusion d'un contrat de prestation de service avec le théâtre du Verbe. Ça, c'était pour un spectacle au Triolet. Ensuite, la passation d'un contrat de maintenance et d'hébergement du logiciel de gestion e-police par avec la société IFOP. Ça, c'est un logiciel qui fonctionne pour la police municipale. Et puis donc, un avenant numéro 1 au contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle. Donc, il s'agissait du spectacle de Mr. Matt qui a eu lieu la semaine dernière. Voilà. Des remarques sur ces 3 décisions prises par moi-même? Pas de remarques. Donc je passe à la suite. Donc le point suivant donc, concerne la passation d'une convention avec l'entreprise sociale et solidaire Recycle Libre pour l'enlèvement de documents retirés des collections de la médiathèque. Est-ce que Cécile, tu peux nous parler de ce point, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Alors, régulièrement, la médiathèque a besoin de faire de la place dans les rayons pour pouvoir acquérir et ranger de nouvelles œuvres. Donc, c'est une opération qu'on appelle le désherbage. Et tous ces livres ne partent pas à la poubelle. En fait, on les recycle. Donc, actuellement, c'est via Recycle Libre qui est une entreprise solidaire qui rachète les livres, qui vérifie leur état et qui les revend sur le marché de l'occasion. Donc c'est la convention qu'on vous propose ce soir. C'est pour les prochaines années, mais l'idée est de faire évoluer vers un autre choix d'entreprise. Mais actuellement, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu se pencher sur le sujet, et donc on vous propose de renouveler la convention avec Recycle Livre qui existait déjà. Est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions particulières sur ce point? C'est bon? Alors, pour approuver ce projet de convention avec la reprise d'une partie des documents déclassés des collections de la médiathèque avec l'entreprise Recyclibre, d'autoriser ou moi, ou éventuellement Cécile de la délégation, à signer cette convention avec ses avenants éventuels. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne donc des travaux d'entretien d'investissement et donc maintenance d'éclairage public donc avec le TE38 et je laisse la parole à Gilbert. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, il s'agit ce soir de vous proposer donc des livres qui concernent donc les travaux d'entretien. Vous savez que l'éclairage public a été transféré il y a maintenant 2 ans, à peu près 3 ans. Oui, 3 ans. Et donc, il y a des travaux de maintenance, et puis quand il y a des travaux de maintenance qui ne suffit pas, on fait des fois des changements de mât ou de lampadaire. Alors, la somme qui correspond au total fait 15 553,73 €. Ça concerne les remplacements de lanternes, donc avec le financement de l'éclairage public, le TE38, ça fait donc une somme qui représente 559 €. Il y a un deuxième, c'est le éclairage public rue des 4 Buissons qui coûtait 11 423, donc avec 35%, ça fait 7 425 € d'entretien. On a la route de Crémieux, il y avait 11 142, avec 35% de financement pour la maintenance. Donc ça nous fait 7 242. Et enfin, la route de Loyette. Route de Loyette, c'était supprimé pendant les travaux inédits. C'était un lampadaire qui était sur le bâtiment, qui était supprimé. Voilà. Donc là, ça faisait 503 €. Et donc, avec le financement de 35%, ça fait 327,15 € d'entretien. Total, ça fait 15 553,73 €. On a dessous. Voilà, y a-t-il des questions, des interrogations? Là maintenant, ce n'est pas gratuit, malheureusement. Je propose au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Il faut trop vite parce que comme il y a des gens en visio, donc il faut qu'ils puissent éventuellement s'exprimer. C'est bon, pas de... Non. Et donc, bon, merci. Le point suivant concerne la création d'emplois non permanents pour accroître l'emploi d'activité. Je vais laisser la parole à Philippe. Et ça, c'est les documents administratifs habituels qu'on est amené à prendre parce qu'on a les contrats qui se renouvellent. Donc là, c'est comme on a beau appeler ça une création d'emplois, c'est le renouvellement des emplois donc de 2 agents administratifs pour le centre social. Donc 31 heures et 31,5 heures hebdomadaires pour l'un, 24,5 pour l'autre. Et donc c'est pour 1 an. Et puis dans 1 an, on en rediscutera si on a toujours ce besoin d'activité. Voilà. Donc, moi, je réponds à vos questions, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Bon, ben alors je vais passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne l'approbation des lignes directrices d'occupation du Triolet. Je vais laisser la parole à Philippe. Alors, bon, là, il s'agit de la première fois où on envisage de mettre le Triolet à disposition d'autres partenaires. Pourquoi, alors on en discutait en commission, hein, pourquoi on est amené à faire ça? C'est parce qu'on a des demandes maintenant qui arrivent et on ne sait pas quoi répondre. Et je vous rappelle que lorsque on doit mettre des tarifs, il faut que ça soit voté en conseil municipal. Voilà. Donc le tarif, ce sera après, quand on aura voté le principe. Hein. Donc on a essayé de faire quelque chose qui soit simple dans un premier temps, qui permette une souplesse, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc il faut aussi qu'on soit assez souple pour pouvoir dire non quand on doit dire non, mais aussi envisager des solutions au fur et à mesure. Donc le principe, c'est on a décomposé les demandes en 4 types de demandes.
Le premier, ce serait toutes les demandes qui sont dans le champ culturel et avec des acteurs connexes. On partirait donc dans ce cas-là dans une gratuité, mais à condition qu'il y ait des contreparties, c'est-à-dire soit il y a un spectacle qui est mis en place gratuitement, par exemple, on a une troupe en résidence, on lui met, alors si on accepte, on est bien d'accord, c'est pas parce qu'on nous demandera qu'on dira oui, mais si on accepte, on met la troupe en résidence, c'est gratuit pendant qu'elle occupe le locaux, mais en contrepartie, on lui demande de nous fournir un spectacle, et alors ce spectacle-là, nous ne payons pas, il est gratuit, c'est un échange de bons procédés, voilà, ou alors on a une coproduction avec cette troupe, et derrière, on peut l'exporter dans d'autres lieux en coproduction. Voilà. Donc ça, c'est le premier principe, c'est on a des acteurs culturels qui nous demandent, ok, mais à condition qu'il y ait une contrepartie, et alors, bien sûr, lorsqu'on décide que c'est dans le cadre d'un schéma qui nous intéresse. Ensuite, il y a des acteurs institutionnels qui peuvent nous demander donc l'utilisation de ce triolet, soit en fosse, avec les 400 personnes, soit en position assise. Dans ces cas-là, donc on pense à la CCBD en particulier, parce que on peut avoir effectivement un spectacle de la CCBD qui nous arrive et donc qui serait mis en place dans le triolet. Là, on partirait bien entendu sur la gratuité des murs avec le matériel existant, mais sans les techniciens, et donc ce serait à celui à qui on laisserait le triolet de payer les techniciens, de payer la sécurité, le gardiennage et le nettoyage. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure qui est assez simple jusque-là à traiter. Ensuite, on a deux autres cas, ce qui est du commercial, on va dire comme ça, commercial ou événementiel. On pense tous à certains. On a des demandes déjà, par exemple, une banque qui veut faire son assemblée générale avec un spectacle, par exemple, où il peut y avoir X solutions. Donc dans ces cas-là, c'est payant, mais c'est une offre une offre clé en main et avec des tarifs listés et tarifés, c'est-à-dire la salle, les équipements techniques, les techniciens, etc., etc. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est un système qui est donné clé en main, mais avec nous, on a pris en amont l'assurance que tout sera payé, c'est-à-dire que ce ne sera pas n'importe qui, parce qu'il est hors de question que n'importe quel technicien ou n'importe quelle personne puisse s'occuper du matériel dont on dispose. Il faut que ce soit des gens qui soient connus de nous pour que le matériel soit fait soit utilisé dans de bonnes conditions. Et le quatrième cas, c'est tous les autres cas. Et là, dans tous les cas de figure, on va faire un cahier des charges dans lequel on va demander aux gens qui veulent utiliser le triolet de nous préciser. Alors, ce cahier des charges, on en parlera dans la prochaine commission de culture qui a lieu la première semaine de janvier. Je me souviens plus du jour exact, mais la première semaine de janvier. Donc, un cahier des charges dans lequel on demandera le pourquoi ils veulent faire ça. En quoi ça correspond au projet culturel ou pas que l'on peut mettre en place. Bon, alors si c'est commercial, ça n'a rien à voir. Voilà. Etc. Voilà, donc on va faire on vous proposera un cahier des charges que les gens rempliront et puis en commission puis ensuite en conseil municipal, on dira oui ou non aux gens qui nous ont demandé. Voilà. Mais il y a une certaine urgence parce que on a déjà des demandes en stock et puis on ne sait pas trop comment les traiter. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on ait un cahier des charges, un listing, que ça soit pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que ça soit pas à la tête du client, que ça soit bien en fonction d'un projet tel qu'il est déposé, et que au moins les gens puissent se situer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce ne sera pas pour les assemblées générales, ça c'est sûr que non. Pour les assemblées générales d'une association, par exemple, on a bien d'autres salles que celle du triolet pour le faire. Voilà. Donc voilà, on avait besoin, donc je résume maintenant en 2 temps, c'est-à-dire qu'il faut qu'on acte ces grands thèmes, et puis si on l'acte, eh bien dans une ou deux délibérations, je sais plus, on aura les tarifs qui seront en fonction de ce que l'on aura acté. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez des questions, mais... Il faut qu'ils contractent quand même une assurance.
Il faut qu'ils contractent une assurance. Ah, mais bien sûr. Ça fera partie du cahier des charges. D'accord. Mais ça, c'est valable pour toute association qui utilise une salle communale. De toute façon, il faut qu'elle ait une assurance. Tout près de ça. Enfin, il y a association où 1000 personnes d'ailleurs, hein, c'est pareil, hein, il faut. Et là, bon, effectivement, l'assurance, ils ont intérêt à faire attention parce que vu le coût, d'ailleurs, il y aura une caution, hein, forcément. Avec les élections présidentielles l'année prochaine, on prévoit quand même de faire des réunions là-bas. Comment? Si on a la demande. Ah non, mais pour l'instant, on n'a pas des. Vous avez noté que dans ces 4 demandes, il n'y a pas de champ politique. Ouais, tu veux parler d'éventuellement un président. Un président. Un parti quelconque nous demande une salle de réunion, c'est pas. On donnera une salle de réunion et pas forcément privé. D'accord. Il y a d'autres salles qui peuvent se prêter à ça, la salle de fête. D'accord. Il y aurait 2 possibilités. On considère ça comme un élément commercial et auquel cas il paye comme un élément commercial, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça peut être un prêt de salle, mais je vous rappelle qu'il y a dans une collectivité, on doit avoir l'équité et l'égalité. Lorsqu'on prête une salle, on est tenu de prêter la même salle à tous les candidats potentiels qui en font la demande. C'est pour ça qu'il est hors de question qu'on mette le triolet, quoi. Voilà. Ça ne sera pas au triolet, quoi. Ah non. Pour l'instant, le champ politique, vous avez vu, on l'a pas mis, hein. Oui, c'est pour ça que je me posais la question. On ne l'a pas mis. C'est peut-être un comité d'entreprise, quand même. Oui, mais ça, c'est pas politique. C'est politique. Oui. C'est pas dans une campagne politique. On est bien d'accord. D'autres remarques ou questions sur ce sujet? Non? Eh bien, écoutez, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ces 4 grands axes de mise à disposition du triolet? Est-ce qu'il y a qui s'abstiennent? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne l'autorisation d'engager des crédits d'investissement à hauteur du quart des crédits ouverts au budget primitif 2021. Et je vais laisser la parole à Cécile. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, on prévoit la date du vote du budget primitif au mois de mars 2022. Donc, l'article L 16-12-1 du Code général des collectivités territoriales offre donc la possibilité, sur autorisation du conseil municipal, offre la possibilité au maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Donc en bas, vous trouvez le tableau avec les 5 chapitres concernés au niveau investissement. Donc en 2021, le chapitre 20, immobilisation incorporelle, c'est tout ce qui est immatériel. Ça correspond par exemple à l'achat de logiciels, ce genre de choses. Le budget était de 30 974. Donc jusqu'au mois de janvier, février et mars, on pourra dépenser à hauteur de 7 743,50 € maximum. Chapitre 202, ça concernait les frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme. Donc le budget était de 50 000 €, donc on a des crédits de 12 500 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, donc c'est tout ce qui est matériel. Le budget 2021 était de 826 576,85 €, soit on dispose de 206 644,21 €. Chapitre 23, immobilisation en cours, le budget est de 157 446,22 €, donc on dispose de 39 361,55 €. Et autres, un budget de 640 000, on pourrait disposer de 160 000 € là-dessus. 640 000, c'était les terrains Ipora, en fait, si vous demandez ce que c'est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Enfin, tous les ans, c'est la même chose, en fait. Voilà, ça se fait sur toutes les collectivités. D'ailleurs, hier soir, en conseil communautaire, on a voté le même genre de délibération pour la communauté de communes. Donc ça se fait pour toutes les communes qui
Alors, je ne sais pas, peut-être les communes de plus de 3500 habitants. Je suis pas sûr que ce soit pour toutes les communes. Non, je crois que c'est Bref, les petites communes sont peut-être exemptées de ce genre de délibération, mais en tout cas, nous, on est obligé de la prendre chaque année pour pouvoir engager, en tout cas, et pouvoir payer des entreprises sur les 3 premiers mois de l'année avant ouverture du budget 2022. Pas de questions particulières? Et donc pour autoriser, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, donc telles que Cécile nous les a évoquées, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant donc sera la fixation des tarifs des services pour l'année civile 2022. Je vais la parole à Cécile. Merci. Donc, c'est nécessaire de délibérer tous les ans sur la tarification d'activités et de services publics pour lequel l'usager doit s'acquitter d'un droit. Donc, on établit des tarifs qu'on fait évoluer. Alors, ça concerne, par exemple, les photocopies. Donc, vous avez tous eu le tableau normalement qui était envoyé en pièce jointe. Donc, je vais essayer d'être assez rapide. Les photocopies ont augmenté un petit peu. Après, nous avons tout ce qui concerne le cimetière. Là aussi, on a jugé bon d'augmenter un petit peu les tarifs. Je ne les détaille pas tous, à moins que vous le vouliez. Non. Donc, tout le monde était destinataire du tableau. Oui, on a reçu. Ouais. Le triolet, c'est les tarifs qu'on propose, c'est ce dont a parlé Philippe. Est-ce que vous voulez que je vienne dessus? Parce que ça, c'est nouveau. Peut-être. Oui. Donc, le triolet, c'est divisé en deux prestations. Donc, on peut louer soit 210 places qui correspondent au gradin, soit 496 places, c'est-à-dire qu'on enlève les gradins et il y a toute la pièce. La fosse, oui. Donc, la salle, les gradins, c'est 200, on part sur une base de 980 € avec la prestation nettoyage inclus et la fosse, 1480 €. Et après, on rajoute ou pas, selon ce que désirent les gens qui louent, la sonorisation, donc 750 € dans les deux cas. Les lumières et le parc technique, 750 €. Donc, le technicien mairie ou extérieur obligatoire. On peut rajouter un forfait jour pour un technicien, 360 € par jour. Un forfait sécurité de 4 heures, soit ça sera un prestataire de la mairie ou extérieur, de 150 €. La caution est fixée à 3 000 €. Voilà. Ensuite, comme tarif, on a les tarifs entrée, spectacle, gala, conférence, c'est la MJC en fait, le gala, qui a pas pu se tenir là ces 2 dernières années, donc on n'a pas touché aux tarifs. La maison du livre, on avait augmenté l'année dernière, donc on n'a pas touché aux tarifs. On a juste rajouté l'adhésion des micro-crèches qui souhaitaient pouvoir bénéficier des livres, donc ça c'était nouveau. Concernant la location, les locations d'appartements et des baux, ça on n'y a pas touché, ça suit l'indice de location en fait. Voilà, donc on poursuit les tarifs de 2021. La taxe locale sur la publicité extérieure, on n'a pas touché. Et concernant la location de la salle Laurencin, location des salles et du matériel, donc on n'a pas touché tout ce qui concerne le matériel. Par contre, la salle Laurencin, il y a une forte augmentation de 300, on passe de 360 € à 600 €. Donc ça a été débattu en commission des finances parce que c'est obligatoire, il est vraiment nécessaire maintenant d'inclure une prestation de ménage pour la cuisine. Comme la cuisine est partagée entre les gens qui louent et puis la cantine scolaire, du fait qu'on s'est remis à louer la salle, les locations de salles avaient été annulées avec la crise sanitaire, mais là on s'est remis à relouer la salle et que la crise sanitaire, en fait, elle continue tout pareil. Il faut absolument que la cuisine soit désinfectée correctement. Donc, c'est ce qui nous oblige à prendre un prestataire le dimanche soir ou le lundi matin, un tarif de nuit, qui coûte assez cher, 200 €. Et voilà. Donc, ça, c'est à la charge des gens. Est-ce que vous avez des questions?
C'est pas trop cher la salle Marie-Laurencin, ça me paraît énorme. Et ben, ça fait une belle augmentation, mais en fait, si on regarde autour de nous, on est complètement dans la moyenne des salles louées, en fait. Alors nous, c'est vrai qu'on a cette obligation d'être, par rapport à comme l'expliquait Cécile, le fait que la cuisine soit utilisée à la fois par la restauration scolaire, mais aussi par éventuellement une location à un privé, fait qu'on est obligé d'être très vigilant parce qu'on a eu déjà quelques petits soucis justement de ce côté-là, on est obligé d'être très vigilant au niveau de l'hygiène. Et donc, bon, il n'y a pas seulement le Covid, parce que ça c'est un point, mais il y a aussi l'hygiène, on va dire, en temps normal qui est nécessaire. Donc de rendre en tout cas aux agents un local qui soit en état de fonctionnement immédiatement. Parce qu'on s'est retrouvé, nous, à avoir des agents qui soient obligés de nettoyer la salle avant de prendre leur service. Donc c'est pas tellement possible ça. Alors évidemment, ça fait une augmentation, mais pour nous c'est aussi une sécurité d'avoir un outil pour nos agents qui soit en état de fonctionnement dès qu'ils arrivent pour prendre leur service. Non seulement ça, puis on a acheté 2 chambres froides pour bien séparer. Voilà. D'autres questions sur ces tarifs? Non, pas de questions particulières. Donc pour valider les tarifs tels qu'ils ont été... Est-ce que la caution change avec l'augmentation? Non. On n'a pas changé la caution. Et il y a une prestation ménage de 100 € aussi, mais qui concerne, qui est à prendre ou pas, qui concerne la salle, pas la cuisine. Vraiment, les 200 € c'est pour la cuisine et la prestation ménage c'est pour la salle où les gens s'amusent. Et c'est obligatoire pour la cuisine. Ah Oui, il n'y a pas, c'est non négociable. D'accord. Donc, il y a un laps de temps très court aussi entre la fin de la prestation et le début de la cantine. Donc, bien sûr. Donc s'il y a le moindre loupé... Non, mais je ne conteste pas. Donc pour approuver ces tarifs tels qu'ils ont été évoqués à compter du 1er janvier 2022, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, donc, c'est l'approbation du projet d'extension du dispositif de vidéoprotection, et donc c'est l'établissement des modalités de financement. Je vais laisser la parole à Gilbert d'évoquer ce sujet. Oui, on avait abordé ce sujet la dernière fois qu'on pourra lancer donc une AMO. Donc l'AMO a bien fait son travail. Elle l'a remis ce travail au mois de novembre, fin novembre d'ailleurs. On les a reçus, je sais plus le jour, début décembre, on les a reçus, donc c'est très très récent. Je suis désolé de n'avoir pas convoqué entre guillemets ou invité la commission sécurité, enfin voilà, tout ce qui travaillait dessus, parce que c'était uniquement le retour qu'ils nous faisait de cette vidéoprotection. Quelques-uns ont pu assister, c'était le matin, jeudi il me semble. 1er décembre. 1er décembre. Mercredi 1er décembre. Voilà. Et donc il nous a remis donc son rapport, donc il fait suite au rapport qu'avait fait la gendarmerie, l'audit qu'avait fait la gendarmerie, et donc il nous fait une proposition de pose de caméra et donc valider des tranches, voilà toutes là. Vous avez dû recevoir d'ailleurs, par mail envoyé par le directeur des services, vous avez dû recevoir le document qui a été présenté ce jour-là. Alors, ce plan de financement, il faut le faire impérativement. Si on veut toucher des subventions, il faut le faire impérativement d'ici la fin de l'année, le 31 décembre de cette année. Et si on veut toucher des subventions de la part de la région et de la DETR. C'est l'État. La DETR, c'est l'État. Voilà, donc les tranches qui vont être présentées, c'est des tranches, on va dire globalement, ça va se faire en 4 tranches, donc des tranches de 200 000 €. Donc dans ces 200 000 €, on va faire du génie civil, c'est-à-dire tirer de la fibre privée à certains endroits, de la fibre noire exactement, et d'autres endroits on mettra de la fibre avec des canalisations communes avec les canalisations d'Orange d'ailleurs, qui sont enfouies ou en aérien. Donc il y a du gros boulot à faire. Et ce qui a été décidé de faire, c'est de faire des tranches de 200 000 € pour pas plomber notre budget collectif, on va dire comme ça, c'est ça, Cécile, hein. Et la région finance justement, elle peut financer jusqu'à, alors attendez, j'ai 60%. 60%.
68, je sais pas. 68 et 20%. Voilà. Voilà, donc la DETR, donc c'est 12% de la DETR. Enfin, c'est ce qui marque, hein, c'est ça. Jusqu'à 12%. Et donc la région peut financer jusqu'à 68%. Donc ce qui nous ferait, donc sur un budget de 200 000 euros, ça nous fait 113 000 euros par la région, 113 109. Et ce qui nous ferait un budget pour la DETR, 19 907. Je ne me suis pas trompé? Voilà. Alors évidemment, il faut quand même qu'on paye une partie quand même hein, dans tout ça, mais ça nous ferait donc un total de 36 270, ce qui nous fait 20% à charge. Voilà. Alors, oui. Je termine. Oui, donc le total ferait donc un 166 000, donc ça ferait du 100%. Voilà. Tout ça, c'est hors taxe. Hein. Donc, ce qu'a proposé l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est bien entendu un projet global. Donc, bien entendu, dans ce projet global, on ne prendra que ce qui nous intéresse et ce qu'on peut payer. C'est-à-dire que si, effectivement, à un moment donné, aujourd'hui, on a l'avantage, c'est qu'on a des subventions qui sont assez importantes de la part de la région, de la part de la DETR. Donc peut-être que dans 1 an ou 2 ans, les taux de subvention seront peut-être pas forcément les mêmes. Donc se reposeront à chaque fois donc de quelle manière on va pouvoir étendre le dispositif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris on a travaillé avec l'AMO justement pour qu'il nous propose pour cette année 2022 le dispositif de base qui nous est nécessaire. Donc après, ça sera de retravailler chaque année avec lui, de manière à voir comment on peut, et ce que le budget nous permet aussi, de pouvoir engager comme suite à ce dispositif. Donc aujourd'hui, la somme globale n'est pas un engagement. C'est-à-dire qu'on a un engagement, lui il va être payé sur le travail qu'il a fourni, le travail d'accompagnement qu'il aura à faire pendant le temps où on voudra continuer ce projet. Mais à partir de là, au moment où on décide d'arrêter, pour différentes raisons, on n'a pas l'engagement sur la totalité du montant qui a été évoqué, bien entendu. Et à chaque année, on décidera de quelle manière on veut faire avancer. Si on veut mettre l'année prochaine que 100 000 euros ou 50 000 euros, on mettra que 50 000 euros. Ça sera aussi à travailler, donc en fonction, ce que je disais, en fonction des subventions qui seront attribuées. Le jour où les subventions diminuent passent à 30%, c'est diminué de moitié, on se reposera la question de comment on développe ce système de vidéoprotection. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il est adaptable dans la durée. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Je répète pas l'objectif. Alors il y a un point qui est important qui a évoqué Gilbert, c'est justement tout le génie civil, à savoir toute cette fameuse installation de la fibre noire, parce que ça c'est un réseau privé qui permet en tout cas, qui nous permettra nous de pouvoir relier tous les bâtiments de la commune. Donc il nous permettra aussi à côté de pouvoir faire des économies sur par exemple des abonnements sur des box qui sont dans les différents bâtiments, parce que là ça fonctionnera uniquement avec un seul abonnement qui sera l'abonnement qui sera en salle de vidéo. On relie tous les points. Ouais, c'est ça. Entre autres. Et du coup, qui s'occupe de faire toutes les installations? Tout le monde. C'est nous. D'accord. C'est nous. Comment c'est? C'est l'informaticien. Ah non, génie civil, c'est l'entreprise. Alors c'est l'entreprise. C'est l'entreprise. Ouais, Tirer les types, tirer tout. Non, mais il y aura un appel d'offres. Ah, mais non, mais il n'y a pas d'entreprise encore. C'est les entreprises. Il y aura un appel d'offres. Il y aura un appel d'offres, c'est pas nous, hein, c'est pas nous qui l'occupera. C'est différent du projet de fibre noire qui devait relier les écoles, ça va englober. Non, ça va s'englober. Ça englobe. En fait, l'idée de la fibre optique qui est posée maintenant, on peut faire une multitude de choses avec. Bien sûr, on pose des caméras, il y aura des caméras, mais on pourra aussi mettre les bâtiments sous surveillance. Hein, on peut surveiller avec des alarmes, on peut surveiller aussi la chaleur des bâtiments. C'est le pilotage à distance, en fait. Voilà, je sais pas, un bâtiment, l'école se plaint qu'il fait froid, on peut voir avec un tableau de contrôle, on peut voir ce qui se passe dans l'école. C'est aussi ça. Ça peut mettre des alarmes à distance et non pas par télésurveillance comme on a actuellement. Voilà. Il y aura assez de débit pour faire tout ça. Il y aura du débit. Oui, voilà. C'est l'avantage de l'informaticien. C'est pour ça que qui a travaillé dessus, l'informaticien a été assez précieux là-dessus parce qu'il a été de très bons conseils.
Il y a la police municipale, bien sûr, qui est invitée, bien sûr. Il y a la technique aussi. Et puis, il y a des élus, bien sûr. Hein. Il y a tout ça, parce que ce qu'on veut pas, c'est que ce soit fait pour autre chose. Hein. Autre chose, ce que je veux dire, c'est vraiment une vidéo pour aider la gendarmerie ou la police municipale, mais ça aide aussi pour autre chose que de la vidéo. Hein. C'est ça, en fait. Et par rapport aux écoles, la fibre noire, par rapport de relier le triolet les écoles, ça semblait assez urgent. On pourra phaser ça de façon à... Mais 2022, on peut commencer... Ouais. Ce qui y a, c'est qu'une fois que la fibre est posée, toute l'idée qu'il y a, parce que là c'est de la mairie au triolet, l'idée c'est s'il faut prolonger, je sais pas, de 10 ou 15 mètres, si c'est possible ou pas, quoi. Là on va faire une tranchée pour aller au stade, on en profite pour tirer la fibre. Aller au stade, oui. La fibre noire. Fibre noire, oui. Oui, elle est noire. Enfin, elle est noire. Elle sera privée, quoi. Et de la mairie, c'est-à-dire du carrefour ici, il y aura un génolène qui ira jusqu'au stade. On en profite pour piloter le stade aussi, éventuellement. Il y aura des caméras, mais il y a aussi, on peut voir ce qui se passe sur le stade, aussi bien en éclairage, en chauffage, parce qu'on a reçu le bilan du chauffage de cette semaine, c'est impressionnant aussi. Voilà. Je peux répondre aux questions s'il y en a d'autres. La subvention qui est donnée, elle risque pas de bouger si on étale trop dans le temps? Non, la subvention elle est attribuée sur la somme sur le projet qu'on propose. Et aujourd'hui, on va proposer un projet à la région et à la DETR, dotation territoriale des équipements ruraux. Et donc, du coup, les territoires ruraux, du coup, cette somme-là, la subvention est attribuée sur cette somme-là. D'accord, sur une somme, pas sur... Voilà. Et après débloquer au fur et à mesure de lancer les travaux. D'accord. Voilà. Et puis donc, allez-y. Est-ce qu'il y a un coût de maintenance? De toute façon, comme tout ce qui va être on ne peut informatique. pas le provisionner avec le financement? Alors non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment de l'investissement et d'équipement. Voilà. Ça nous aurait permis d'avoir plus de... Là, disons au niveau de la maintenance, il y aura bien entendu la maintenance caméra, mais ça, la maintenance caméra, aujourd'hui, les systèmes, justement, font que quand il y a une caméra qui ne fonctionne pas, il y a une alerte. Donc, on sait tout de suite quand une caméra ne fonctionne plus. Ensuite, tout ce qui va concerner la fibre noire, par exemple, donc la relation qu'on va faire entre les différents bâtiments, ça, c'est bien entendu le technicien informatique de la commune qui va suivre ce dossier. Donc, voilà, on n'aura pas forcément quelqu'un extérieur qui viendra pour suivre ce sujet-là. D'autres questions ou remarques? Non. Alors, pour adopter cette opération d'extension du dispositif de vidéoprotection... Monsieur le maire, j'ai Monsieur Gomez qui s'est déconnecté. Ah. Exact. Il n'a pas la fibre noire. C'est volontaire. Non, il a essayé ça l'a déconnecté. Ça l'a déconnecté. Ça me déconnecte tout seul. Il a la fibre? Je crois pas. Malheureusement, on n'est pas bon. Sans Internet. On va attendre un peu pour savoir s'il peut se reconnecter. Il y a peut-être des questions à poser, justement. Y a-t-il d'autres questions? Faites attention, il est déconnecté depuis longtemps. Je sais pas. Je prends l'écran. Non, il s'est déconnecté pendant l'explication et juste quand vous avez soumis au vote, il venait de se déconnecter. C'est bon, il est reconnecté. Monsieur Gomez, est-ce que vous aviez des questions sur ce sujet? Il n'a pas le micro.
recoupés par hasard? Non, mais c'est joué. Ah, ok. Joanne, vous pouvez vérifier si M. Gomez a son micro ouvert? Le micro est coupé de Monsieur Gomez, mais j'arrive pas à l'activer, donc. C'est lui. Alors. Ça, c'est. Après, avec la console de la salle du conseil, vous pouvez l'activer. Non. Si son micro est activé, c'est bon. Là, il repart. Il est apparu, il est plus. Non, il est là. Il est là. Ah non, on l'a plus là. Il est là. C'est nouveau. Son micro est activé. Non, il est reparti. Ah bah. Ah voilà. Bah, il vient de ce nouveau se déconnecter. Il y a un problème, c'est soit le micro, soit la connexion. Bon, ce que je vous propose, c'est on va passer au point suivant, puis on reviendra si jamais M. Gomez avait des questions à poser. C'est un sujet quand même important, ça ne veut pas dire que le reste n'est pas. Et on reprendra le vote après. Alors, on va passer au point suivant, qui est le remboursement des frais de mission des agents communaux dans le cadre d'un ordre de mission. Et je vais laisser la parole à Cécile. Merci. Donc, cette délibération va établir les modalités, les conditions de remboursement des frais de mission des agents. Déjà, on établit les bénéficiaires, donc cela concerne tous les agents, qu'ils soient titulaires, stagiaires, contractuels, de droit public ou privé. Pour autoriser à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service hors de leur résidence administrative, territoire de la commune sur laquelle se situe le service où l'agent est affecté, et hors aussi leur résidence familiale. Les déplacements temporaires ouvrant droit aux indemnités, ce sont les missions qu'on leur donne, les missions d'intérim, les stages, les déplacements nécessaires pour la participation aux concours et examens, et aussi les déplacements pour participer aux organismes consultatifs qui sont éloignés. Voilà, donc vous avez le tableau avec les indemnités de repas qui sont établies et les frais d'hébergement pour la nuit et le petit déjeuner. Ce sont donc les agents seront remboursés évidemment en frais réels et vous avez la limite qui est marquée. Vous voulez que je détaille? Les indemnités de repas 17,50, ça c'est la limite. Les frais d'hébergement de nuit 70 €. Pour les grandes villes c'est 90. Pour Paris c'est 110 €. Sont remboursés aussi les frais kilométriques. Donc c'est le tableau qui est quand l'agent utilise son véhicule personnel. Évidemment, pour lui, il doit choisir autant que possible le moyen de transport le moins coûteux, le plus respectueux de l'environnement. Voilà. Si utilisation des transports en commun, les frais sont pris en charge sur présentation des justificatifs. Les frais de stationnement et de péage sont également pris en charge, toujours avec justificatif. En revanche, les frais d'assurance et de réparation en cas d'accident ne sont pas pris en charge. Les modalités donc pour spécifiques de prise en charge pour les frais de déplacement liés à la participation au concours examen est limitée à un aller-retour par année civile. Il est accordé une dérogation si l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission d'un concours après réussite des épreuves d'admissibilité. Dans le cas où un régime indemnitaire particulier est organisé, la collectivité ne prendra en charge des frais de déplacement en cas de complément à apporter sur les parties non indemnisées et dans la limite des plafonds fixés par la délibération au-dessus. Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires et attestation de présence lors des formations sont communiqués par l'agent à l'ordonnateur qui en assure le contrôle. Et ils peuvent être fournis de manière dématérialisée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander? Pas de questions, pas de... C'est pas une question, c'est normal. Et je croyais qu'on était obligé d'assurer les véhicules quand
sont en déplacement comme ça. Non, il n'y a pas d'obligation. Non, c'est pas une obligation, t'as pas le droit, c'est pas pareil. C'est-à-dire que l'État fait à ses salariés, enfin l'État public, on va dire, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les collectivités, etc., oblige les gens à prendre leur véhicule, mais avec l'assurance personnelle. Ah, d'accord. Tu ne peux pas, et d'ailleurs, il faut que normalement, il faut que la personne, avant de prendre son véhicule, ait donné une prestation d'assurance. Donc, quoi, l'assurance le couvre pour des trajets professionnels, parce que toutes les assurances ne couvrent pas pour les trajets professionnels. Donc, il faut que le salarié public, il ait vu son assurance pour être couvert, et qu'il le prouve. Normalement, avant de prendre. Même s'il a un ordre de mission. L'ordre de mission, il devra vérifier ça. Et c'est la même règle dans le privé. Là, je te le dis. Payer l'assurance, non? Eh ben, moi, quand j'ai pas de véhicule de fonction, c'est des trajets travail. Oui, non, mais sur la voiture. La personne ne pourrait pas la voiture. Oui, on couvre le fait d'utiliser son véhicule. Oui, mais ce que je veux dire, c'est. Il n'est pas obligé de faire ça au niveau de son assurance. Eh ben, vous ne voulez pas l'accident, hein. C'est sûr que non. Si le gars il se plante en voiture, lui il sera couvert parce qu'on a mis un ordre. Oui, je sais pas. La personne, mais la voiture, c'est pas nous qui faisons ça. Ça, je vous le dis demain. Hein. Je suis pas sûr. Ah ben, ça, Généralement, il demande un ordre de mission, l'assurance de la personne, la carte grise voilà. Et la photocopie du permis. Ça, toutes les collectivités, normalement, ils demandent à chaque agence. Voilà. Toi, tu es couvert, si c'est un accident du travail, donc là, il n'y a pas de souci. Si tu veux, donc tu rentres dans un système, sauf que la voiture, c'est pour ta pomme. C'est uniquement la personne qui est couverte. Oui. Le véhicule n'est pas couvert. La personne, les gens que tu blesses, enfin, tout le. Ouais, non, mais d'accord, non, mais c'est. Il faudra vérifier, mais. Vérifier. Ou alors ça a changé depuis hier. C'est comme c'est Et c'est pour ça qu'il faut faire. Enfin, moi, je fais une parenthèse là, mais c'est vraiment très important parce que. Allez, 99 fois sur 100, ça se passe bien, quoi. Voilà, il n'y a jamais de. Mais voilà, le problème, c'est qu'une fois, il suffit d'une fois pour que derrière, on ait des difficultés. Donc, il faut vraiment que les gens soient vraiment prévenus, quoi. Voilà. C'est pas pour moi. À d'autres remarques? Alors, je soumis à votre approbation pour abroger les précédentes délibérations sur ce sujet. Pour ensuite approuver les barèmes de remboursement des frais de déplacement des agents et pour approuver les modalités et conditions de remboursement. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, si vous voulez bien, on va revenir parce que c'est M. Gomez qui est connecté par téléphone. Hein, ça doit être ça, non? Oui. Il a ouvert son micro. Vous entendez, M. Gomez? Oui, c'est bon. Bon. Donc je reviens sur le point précédent, donc sur le projet d'extension du dispositif de vidéoprotection. Donc je ne sais pas à quel moment vous avez arrêté l'écoute, mais en tout cas, donc on a repoussé le vote pour savoir, parce qu'on ne savait pas si vous aviez éventuellement des questions à poser sur ce sujet. Non, j'ai pas de questions, c'est tout bon, merci. Très bien. Donc, je soumets à votre approbation pour adopter l'opération d'extension du dispositif de vidéoprotection et les modalités de financement et d'approuver le plan de financement qui a été proposé. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Non, 2 abstentions. Il a fait Cyril. D'accord, 2 abstentions. Alors, je passe au point supplémentaire. Donc ça concerne. Bon, donc le point supplémentaire concerne la délégation du droit de préemption urbain au profit de l'EPORA, donc qui concerne 2 parcelles qui sont situées dans l'OAP mairie, sur laquelle il y a ce qu'on appelle une veille foncière. Et donc le code de l'urbanisme prévoit donc effectivement la possibilité, pour moi, d'exercer un droit de préemption urbain. Et donc
Dans ce cas-là, donc on a la possibilité. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement voté, on a retravaillé à un moment donné les délégations qui m'étaient données, en particulier sur la signature des droits de préemption. Mais on avait voté un montant. Alors, les délibérations précédentes, il n'y avait pas de montant sur ce droit de préemption urbain qui m'était autorisé. Là, par contre, on a mis un montant qui était à hauteur de 40 000 euros. Donc, à savoir que deux déclarations d'intention d'aliéner ont été proposées donc sur deux événements qui sont sur l'OAP mairie. Donc, dans ce cas-là, moi, je ne peux pas exercer directement mon droit de préemption puisque là, c'est à 40 000 euros, donc je ne peux pas. Mais de plus, comme on est sur une veille foncière, donc là, je peux effectivement donc déléguer mon droit de préemption à EPORA. Donc EPORA, c'est dans l'établissement public foncier de l'Ouest lyonnais, donc qui a déjà acheté au titre de la commune donc des parcelles sur ce terrain. Donc 3 parcelles aujourd'hui ont déjà été achetées par EPORA. Donc c'est eux qui ont exercé le droit de préemption au nom de la commune. Donc là c'est la même chose parce que comme je ne peux pas exercer moi directement le droit de préemption, donc il faut que je puisse déléguer ce droit de préemption donc à EPORA. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais donc de ce fait, il faut qu'aujourd'hui on puisse voter pour déléguer ce droit de préemption à EPORA. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi vous ne pouviez pas, vous, exercer le droit de préemption, vous le déléguer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que EPORA doit obtenir mon droit ma délégation de droit de préemption. Par contre, aujourd'hui, on a voté, je ne sais plus si j'ai la date exactement, quand est-ce qu'on a voté, le 9 avril 2021, donc c'est récent, c'est quelques années. Donc on avait revoté une délibération qui m'autorisait à préempter jusqu'à la limite de 40 000 euros, sans en référer directement au conseil municipal. Voilà. D'accord ? Sinon, je suis obligé d'en déléguer. Donc, si vous voulez préempter, il faut que le conseil municipal autorise la préemption. Voilà. Ouais. Donc, à partir de là, de fait, il faut que moi je puisse déléguer ce droit de préemption à l'EPORA. Mais encore faut-il que je l'ai sur ces sommes-là. Puisqu'on a 2 sommes qui sont au-delà de 40 000 euros. D'accord. Voilà. Donc, là, je peux vous donner les 2 sommes. Hein. Il y a 200 000 et 200 000. Ça passe par le conseil municipal pour valider la délégation. Voilà. Ce serait pas bon. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de déléguer le droit de préemption au profit de l'EPORA, hein, puisque moi je ne peux pas le faire de moi-même, puisque je dois obtenir l'aval du conseil municipal. S'il n'y avait pas eu cette somme de 40 000 euros, j'aurais pu le faire directement sans passer par le conseil municipal. Et là, il y a combien de sommes? Les 2 DIA sont au-dessus des 40 000 euros, donc je suis obligé de passer par le conseil municipal pour que vous m'autorisiez à déléguer à l'EPORA le droit de préemption sur ces 2 parcelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Non, pas d'autres questions. Donc, pour autoriser de déléguer le droit de préemption urbain au profit de l'EPORA sur les 2 parcelles AP 25 et 26 situées dans le périmètre de l'OAP Centre-Ville, et de me permettre d'engager toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente décision. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. On va passer donc à écouter les commissions et syndicats. Qui est-ce qui commence sur ce sujet? J'en ai quelques-uns. Gilbert? Allez. On va commencer peut-être par les poubelles. J'aime bien parler des choses. Bien, donc vous avez pu voir et constater, vous avez été informés, les tournées avec le CMND se finissent un peu
difficilement cette fin d'année. On devait avoir une fermeture des déchetteries pour permuter avec le cyclone qui va s'appeler Cyclone au 1er janvier. Donc les déchetteries devaient s'équiper de containers, ainsi de suite. Donc il va y avoir ce transfert. Donc ils devaient fermer pendant 2 jours les déchetteries. Ils vont pouvoir les changer parce que là, on va fermer pendant je sais pas combien de jours. Enfin bon, c'est pas forcément réjouissant, mais bon, le SMLD est en grève totale. Il y aura une réunion de lundi matin avec les délégués de la direction et le conseil d'administration, enfin le conseil d'administration des élus. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est bloqué de chez bloqué. Tout est fermé. Fermé de chez fermé. Les déchetteries fermées, le ramassage du jaune et vert, c'est tout arrêté. C'est lié à quoi? C'est lié au problème des dispensaires, c'est ça? Exact. C'est voilà, bon, ça s'est pas passé comme ailleurs. Voilà, il y a eu des avantages et puis il y a eu des choses qui ont été signées, puis ça ne correspond plus aujourd'hui. Et c'est dans leur rôle, voilà, c'est les syndicats, enfin c'est le personnel, voilà, les manifestes, voilà. Il y a bien une explication qui a été donnée tout à l'heure, qui a été envoyée, enfin une information, je crois que je l'ai renvoyée, il me semble, c'est bon, il me semble qu'il y a quelque chose qui est arrivé par le SMND, qui a dû paraître sur le site du SMND. Sur le site, c'est sur le site du SMND. Peut-être ça a dû paraître sur le site, ouais. On leur indique. Voilà. Bon, tout ça pour dire que donc, on va basculer, donc il faut pas qu'on regarde le SMND, malheureusement, ça va stocker. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui souhaitaient mettre ça dans la cour de la mairie, ça va pas avancer le schmilblick, hein, je vous rassure. Parce que c'est pas la mairie qui le gère directement, même si on est concerné, quand même, ça me pose problème quand même si on arrivait à manifester, enfin, les habitants arrivent à mener ça dans la mairie, ça occasionnerait bien des désagréments pour tout le monde. On va rentrer dans une période un peu de festive, il faut gérer aussi les conteneurs, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, vous n'avez pas 36 choses, hein, c'est de les garder chez vous et les stocker à l'extérieur, dans des sacs poubelles éventuellement, voilà. Le transfert va se faire le 1er janvier, donc c'est rapide. Le calendrier des ramassages a dû arriver aujourd'hui, je crois, à la mairie. Faut que je demande à Joanne, mais ça a dû arriver à la mairie. Il y a une distribution qui va être faite pour les tournées et le CITOM ramasse les poubelles, commence à ramasser. Je crois que c'est le 2 janvier. Hein, je ne crois pas que ça se fasse le 1er, c'est le 2 janvier. Voilà. Les déchetteries, en principe, le personnel, il va y avoir forcément, il va forcément y avoir des couacs, hein, faut pas se leurrer suite à cette grève, ça va perturber les déchetteries, ce qu'il faut permuter les containers, il faut enlever tous les containers, mettre les autres à la place, parce que c'est pas les mêmes prestataires, c'est pas la même façon de travailler. Alors, je vous garantis que le CITOM il est vraiment sur le pont, parce que j'en fais partie, hein, mais c'est vraiment des agents qui sont engagés. Il faut les soutenir parce que c'est pas rigolo pour eux de se faire insulter parce que on confond CIVOM, CITOM, enfin les gens confondent, il y a une confusion totale. J'ai vu le président hier soir au comité de commune, franchement c'est un élu, hein, c'est le maire de Bouvès. Ça l'a on l'a mis plus bactère, hein. C'est surprenant, voilà. Bon, il y a 150 personnes à faire travailler quand même, c'est pas rien du tout, c'est une entreprise. Il y a des hommes. Il y a un transfert aussi. Il faut savoir qu'il a fallu acheter des camions, donc ces camions sont avec un site qui a été trouvé à Roche-Toirin, ce site qui est proche de la Tour du Pin, donc on va passer de 90 000 à 140 000 habitants. Donc ça fait une sacrée zone quand même, hein. C'est vraiment une zone de collecte qui est importante. Donc moi je veux dire, aujourd'hui tout est fait pour que ça fonctionne. Il y aura forcément des loupés dans les tournées parce que c'est des nouvelles personnes, des nouveaux chauffeurs, des nouveaux rippers. Voilà, même s'ils se sont entraînés à le faire, ils ont bien une tablette aussi pour faire les GPS. Il va y avoir des couacs forcément à nos petites habitudes, voilà. Moi ce que je vous demanderais de faire, c'est dans la mesure du possible. C'est quelque chose que j'ai franchement jamais pensé, c'est de regrouper nos poubelles. Les regrouper et les mettre à droite par rapport au ramassage. C'est-à-dire quand le camion monte, éventuellement de les mettre, si vous habitez à gauche, de les mettre en face à droite pour que ce soit dans le même sens de circulation. Ça va éviter de traverser la route tout simplement.
Parce que ça, c'est une règle qui vient d'arriver aussi. Ils n'ont plus le droit de traverser les routes pour ramasser des deux côtés. Pour des raisons d'accident, bien sûr. Alors, si vous pouvez, 2-3 voisins regrouper les poubelles, c'est évite ce qu'on appelle les arrêts du porte-à-porte. On regroupe 4-5 maisons ensemble, c'est dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Il faut qu'on soit aussi modélisant. Voilà. Pour Tétignou, on a bien fait les marquages et ça a l'air de fonctionner. Il y a peu de personnes qui ont respecté. Ils ont accepté dans les impasses, où ils faisaient des marches arrière, de les mettre au bout des impasses. Je pense l'ermite, ça doit se passer, parce que on l'avait pas vu au départ, voilà. Voilà, côté des déchets, s'il y a des questions. Dans une impasse, ça se passe pas. On met pas tout sur la droite. Non, parce qu'il y a un point de regroupement au bout, en principe. Dans une impasse, tu mets à l'entrée de l'impasse. En bas? À l'entrée, j'ai pas dit en bas, j'ai dit à l'entrée de l'impasse. Tu peux. Enfin, si je prends mon cas, ça sera. En bas. Non, mais toi, il vient dans son impasse. Il peut faire demi-tour, toi. Il peut faire demi-tour. Chez moi, je peux faire demi-tour. C'est quand tu peux pas faire la place. Ah non, mais on est bien d'accord. Moi, je reste chez moi et Hervé, il reste chez nous. Tu mets pas ta poubelle chez moi. D'accord. C'est quand tu peux pas faire demi-tour et qu'il faut faire marche arrière. Non, mais ça Voilà. j'avais compris le principe, mais c'était uniquement, je pense, pour leur faciliter la vie maintenant. Voilà. Je complète aussi. Il faut savoir aussi que c'est que il va y avoir une sacrée évolution. C'est que avec le cyclone, il faut savoir ce que c'est, le cyclone avec un S-Y. Le cyclone va pouvoir prêter des broyeurs pour les végétaux. Ah, ben. Et donc, c'est intéressant aussi, c'est que quelqu'un qui a des arbres, des branches, alors je crois que le maximum c'est 9 cm, il me semble, 9 ou 10, enfin c'est déjà à peu près. Il y a des broyeurs qui seront mis à disposition et gratuitement. Alors gratuit, c'est pas gratuit, hein, faut toujours payer, hein, de toute manière, mais c'est à disposition des habitants, voilà. Et ce qu'il va y avoir, ça aussi, ça va être modifié. Il va y avoir un peu, quand il y aura une tournée quand il y aura un broyeur dans un secteur, il faudra essayer de faire de la publicité avec les voisins pour éviter des allers-retours, parce qu'ils sont stockés à Morestel, à Randon, à Passin, pas juste à côté là-bas. Donc quelqu'un tiens, si je loue le broyeur, je demande au voisin, quelqu'un d'autre, savoir c'est combien de jours il faut le garder, et on est plusieurs à le réserver, et comme ça on fait une tournée entre guillemets, quoi. C'est du matériel qui est très performant sur remorque et c'est évite d'emmener les déchets à la déchetterie. Le broyage sert pour ceux qui aiment les arbres, ça sert justement à maintenir l'humidité au pied des arbres. C'est très très bon. En fait, ça fait un paillage. Ça fait un paillage. Alors, il y a Jérôme qui voulait prendre la parole ensuite. Ouais, donc ça, c'est un broyeur qui est mis à disposition des habitants. Et l'utilisation est à la charge, enfin, c'est assuré par l'habitant. Ah oui. Ouais. Non, mais attends, tu payes l'essence. Ça dépend du matériel. C'est du matériel de pro. Hein. Il y a une caution. Il faut savoir s'en servir. Il y a une caution. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Est-ce qu'il y a je suppose qu'il y a des conditions de sécurité. Oui. Oui, ne pas mettre la main dedans. Voilà. Il y a un client. Oui, moi, je voulais savoir comment ça se passe au niveau communication à la population, parce que comment les gens vont savoir qu'on change déjà de syndicat, que les tournées vont changer, que voilà, tout se met en place, etc., etc. Parce qu'on est le 17, je crois, décembre, ça doit démarrer le 3 janvier, donc il nous reste 15 jours, quoi. Tout à fait. Alors, il y a une communication qui a été faite pour les poubelles en général, hein, une poubelle qui a été faite pour les poubelles qui ont été regroupées, c'est une information de quartier, on va dire comme ça. Les tournées, globalement, les tournées de ramassage, hormis le Mont-Ouest et le Bois-Bernard. Non, il y a plus que ça, c'est le secteur 2. Ouais, le secteur 2. C'est le secteur 2, donc je crois qu'il n'y a jamais lieu dans le secteur 2, il me semble. Non. Je crois pas. Je connais pas les secteurs. En fait, le secteur 1 et le secteur 3, les tournées ne sont pas modifiées, il n'y a que le secteur 2. Voilà, c'est le secteur 2 qui a été modifié. Modifié. Il y a 3 secteurs. Si je peux intervenir, pardon, le secteur 2 commence à Jamesieux et en fait, il remonte jusqu'au boulevard de Vernat. Et donc, le secteur 2 a été modifié et il y a aussi la partie rue de la Bourbe aussi qui passe dans le secteur 2. Et alors qu'avant, il était secteur, je sais plus. Mais concernant donc les calendriers, ils seront distribués à partir de lundi dans les boîtes aux lettres.
Après, nous, de notre côté, on va aussi diffuser l'information. Il y a déjà des personnes qui nous ont contactés, qui ont été informées en fait de ces changements aussi, qui ont contacté l'accueil de la mairie et voilà. Mais à l'accueil aussi, on a les infos, enfin, mais après, c'est principalement ce changement. Le reste, il n'y a pas d'autres modifications. Non, mais si j'ai bien compris, on va changer aussi les bacs. Non. Les bacs. Non. Les conteneurs dont il parle, Gilbert, c'est les beds en déchetterie. C'est ça le vrai nom des... Ah, c'est pas le bon nom. Non, t'as pas le bon nom. C'est les grosses beds où on met dedans le tout dedans, tout ça. Les bacs, les points d'apport volontaire, on les change pas. Sinon, c'est ingérable. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça, quoi? Et là, concernant la grève, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a négociation lundi. On sait ce qu'ils revendiquent. Donc déjà, vous savez, vous pouvez rentrer vos poubelles qui sont sur Ah le oui, bah oui, c'est ce que je pour vais le dire en week-end. temps, ouais. Oui, on va y rentrer. Non mais alors, l'information population, faut être honnête, après j'arrêterai, mais c'est souvent on met les poubelles et les gens, peu importe, ça se passe plutôt bien, quoi. Bon, par contre, c'est sûr que c'est pas le même syndicat, ce sera pas les mêmes camions et les mêmes personnes. Voilà. Non, mais si tu veux, il ne faut pas qu'on fasse le lien de cause à effet en ce moment. Quoi. Mais il y a déjà la le ramassage de poubelles, ça y est, on change. Ça passera. Voilà. Il n'y a pas de souci. Cécile qui veut prendre la Oui, parole. et par curiosité, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, par exemple, pour offrir aux habitants, ou à moindre coût, comme c'est pas la commune qui s'en occupe, des composteurs ou des trucs comme ça, des vers de terre pour les appartements, des composteurs, enfin comme ça se fait dans pas mal de communes. Est-ce que c'est étudié? Ouais, alors c'est plus qu'étudié, c'est en cours. C'est justement c'est quelque chose qui a été développé avec le CMND aussi, mais qui n'a pas été trop porté, je trouve. Enfin, voilà. Le CITOM a été plus en avance dans on va dire dans les biodéchets, mais là on attaque un autre sujet. Mais les biodéchets, c'est-à-dire la Tour du Pin est un site test en ce moment. La Tour du Pin, on collecte, il y a une collecte qui est faite pour les biodéchets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit réduire nos déchets. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, réduire? On a une certitude, c'est que tout va augmenter. Et ce qui va augmenter, c'est la TGAP. Oui, taxe générale sur les activités polluantes. Voilà. La TGAP, donc le législateur a mis une taxe, c'est-à-dire qu'on n'aura plus le droit d'incinérer, on a le droit d'incinérer, mais il faut payer. Et surtout, jamais enfouir dans le sol. Donc, du moment que cette TGAP va être mise en place, ça oblige à ce qu'on met à déchetterie à être broyé, tout ce qui est recyclable, tout ce qui est valorisable, d'être broyé et d'être incinéré. Ça, c'est une première chose. La difficulté qu'il y avait, c'est que tout ce qui était biodéchets, les fermenticides, tout ça, ça amène de l'eau et ça n'a pas de plus-value en incinération. Donc aujourd'hui, il y a une tournée qui est faite sur la Tour du Pin, qui est à l'essai, et ça part sur Anton, Villette d'Anton, il y a un stockage, et après ça part au digesteur et ça fait du méthane. Voilà, la boucle est bouclée. Donc, pour finir, il n'y aura pas de don de composteurs. Par contre, il y a des composteurs à livrer. Et il y aura aussi, t'as parlé de lombric, mais il y a le lombric composteur, le lombric, non, c'est pas ce nom-là. Il y a aussi ce que tu as dit l'autre jour, j'arrive pas à me rappeler du nom. Le raki, là, je sais pas quoi. C'est pas le Tanagashi, mais c'est... Si, ça ressemble à ça. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire son propre terreau à la maison, et ainsi de suite. Mais ouais, c'est un sujet super intéressant, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience. Mais ne vous attendez pas que les ordures ménagères ne baissent. Aujourd'hui, l'État, le législateur met des taxes de façon que ça augmente systématiquement. Après, c'est tout ça qu'il faudra mettre en place. L'idée, c'est de diminuer nos déchets, de trier plus sur le plastique, ainsi de suite, les pots de yaourt, c'est recyclable, ça. Et enfin, l'idée, c'est qu'on passe une fois tous les 15 jours avec une poubelle. C'est-à-dire qu'après, ce qu'on appelle la taxe incitative qui va peut-être arriver, je dis peut-être que ça ne sera pas validé, ça sera le nombre c'est-à-dire plus je mets ma poubelle, plus je paye, pour faire simple. Voilà. L'idée, c'est ça. Je vais compléter ce que dit Gilbert. En fait, ce que l'État fait, ce qu'on dit l'État augmente, c'est qu'en fait, le levier pour que les gens réduisent leurs déchets, c'est de les ponctionner et donc de les forcer à trier en amont de la poubelle tout ce qui est valorisable. Et c'est pour ça que ça augmente. C'est pour qu'en fait les gens
forcent et se contraignent à séparer les déchets avant. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, en termes de coûts, c'est que de toute façon, si on compare ce qu'on faisait dans les années 80 à ce qu'on fait maintenant, dans les années 80, on faisait rien, ça coûtait pas cher. Au moins, on faisait rien. Et du coup, après, on faisait des décharges, et la terre a été polluée en dessous. J'ai vu des trucs à Saint-Chef, une décharge avec une pollution sur la nappe phréatique d'un espace naturel sensible. L'eau, c'était du pétrole. Voilà. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Et donc, c'est pour ça qu'on va séparer le plus en amont possible et qu'on va mettre des dispositifs de collecte le plus en amont possible, dont les biodéchets, et qu'on séparera au fur et à mesure le plus de choses. On va pas rentrer dans un débat philosophique, mais si déjà on arrêtait de nous vendre des déchets, peut-être qu'on en aurait moins, nous, en tant que particulier. C'est-à-dire quand tu achètes un paquet de croissants et que tu as 12 paquets plastiques, c'est tout en emballage individuel. Et voilà, c'est l'emballage. Bah oui, je veux dire, à un moment donné, nous particuliers, on va aussi consommer, et si on arrêtait de nous vendre de la consommation sur Et pour changer ça, Stéphanie, pour finir, pour changer ça, il faut aussi que les gens comprennent qu'on ne peut pas avoir des délais de péremption. Enfin, les gens veulent des délais de péremption très très longs. Mais pour protéger et pour faire une durée de conservation plus importante, il faut protéger les produits. On parle des années 80, mais avant, les gens, ils allaient faire leurs courses une fois par semaine, voire tous les jours, dans le petit commerce d'en bas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lié aussi à une évolution de la consommation, parce que les gens ne veulent pas tout le temps aller faire leurs courses. Oui, mais c'est pas la responsabilité individuelle qui prime. Je pense que c'est plutôt la responsabilité d'en haut et de ceux qui... Mais ça, on va pas rentrer dans un débat. Non, c'est tout à l'heure. Allez, parole, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon? Gilbert, est-ce que tu avais d'autres points, Gilbert, pas d'autres sujets? Est-ce que quelqu'un a un autre sujet en commission? Très rapidement, mais vous aurez le compte rendu à suivre. On a réuni la commission environnement et voirie ce mercredi. On a parlé de 5 points particuliers, enfin de 4 points. L'avancement sur les mini-forêts, tout sera donc entendu. J'ai bon espoir qu'elle soit plantée la première avant le début du printemps. On a parlé d'aménagement de sécurité sur la commune en faisant des propositions pour changer les centres de circulation ou aménager des priorités. Un point sur la plantation de haies champêtres et un point d'avancement sur un groupe de travail qui s'est réuni avec les agriculteurs et moi-même et le directeur de la communication pour travailler sur des actions de communication qui seront à suivre et que je vous présenterai dans un prochain conseil municipal. Du coup, je vais enchaîner sur la commission mobilité. Donc, le bureau d'études qui nous accompagne nous a proposé un schéma directeur des modes doux, donc avec 8 axes structurants donc, qui traversent la commune du nord au sud et de l'ouest en est pour favoriser les modes doux. Donc, cette proposition a été débattue en commission mobilité, également avec les élus. Et donc, on vous présentera très prochainement donc, les axes qui seront retenus sur la commune et qui seront aménagés donc, dans les années à venir. On va poser des radars de détection vélo également sur les feux de la mairie, du Tissage, de Mianges à Jamézieux, donc sur les voiries secondaires qui aujourd'hui, quand on est en vélo, s'il n'y a pas de voiture, le vélo peut rester des heures devant le feu. J'ai testé et approuvé. Alors si on est à 2-3 vélos, la détection magnétique peut marcher. Pourtant j'en vaux 2 et ça marche pas. Non, c'est pas le tour. Voilà, début 2022, donc il y a des arceaux à vélo donc, qui seront installés au niveau des salles communales et des équipements sportifs. Les personnes qui viennent en vélo puissent accrocher leur vélo en toute sécurité. J'ai une question. Sur la mobilité douce, là, sur les axes qui ont été retenus, est-ce que les liaisons entre les écoles en fait partie? Oui, ça. Et entre les écoles de la troisième année? Oui. Le schéma a été construit de sorte à donc déjà relier les 3 quartiers de la commune, relier les 3 écoles, les 2 écoles et la future école. Une desserte aussi de la future halte ferroviaire donc au niveau du collège. Voilà, donc c'était vraiment pensé par rapport. Et puis également les équipements sportifs et les salles communales.
D'autres sujets qui seraient aussi. Oui, il y a peut-être aussi, il y a peut-être dire à tout le monde que mercredi, on a installé le CMEJ. Quand même. Je ne sais pas si Stéphanie, tu veux en parler un petit peu. Je t'en prie. Continue sur ta lancée. Ouais, je pense que c'est important. On a fait notre première installation du CMEJ des enfants. On avait 25 enfants sur les 25 sur les 29, en comptant suppléants et titulaires. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'ils étaient très contents de recevoir leur écharpe et de comprendre que le liseré bleu il était contre le coup. Et que le pompon doré était important, que Monsieur le maire a incité à voler l'écharpe du pompon doré. Et voilà, donc chacun s'est présenté, chacun a pu exprimer un petit peu son besoin. Il y a eu des bonnes idées sur l'environnement, sur la voirie, sur la sécurité, sur la mobilité douce. Donc je pense qu'on va travailler correctement ensemble et le prochain rendez-vous se passera le 5 janvier. Ici même, voilà, et par la visite de la ville. Voilà. Et on a 29 jeunes élus en tout. Très bien. Est-ce que tu fais peut-être un petit point rapide, Gilbert, sur le CE38, donc c'est sur le CEP? Oui, donc ça s'est passé. CEP, tu m'as dit que. Ah oui, conseil en énergie partagée. C'est donc on avait demandé donc de faire un audit sur tous les bâtiments de la collectivité de notre commune. 17. Combien? 17, elle a dit. 17. C'est surprenant. On a des surprises. Alors, pas forcément du bon côté, mais c'est des surprises. On sait aujourd'hui les bâtiments qui sont énergivores. Voilà. Bon, après il y a tout un travail. C'est la première fois qu'on voit ce retour arriver déjà. Hein. Donc c'est le grand jet. Ça a été déballé hier, jeudi. Hier, c'était hier. Donc on a 2 heures, on est passé par 2 heures, 2 heures et demie au moins, c'est à peu près. On a balayé tous les bâtiments qui étaient très consommateurs. Ce qui est surprenant, c'est que on a des points particuliers où le bâtiment il va falloir faire des choix techniques, soit on écroule le bâtiment ou voilà. Je pensais au stade, hein, entre autres, hein, enfin, les bâtiments des vestiaires. Il faudra faire quelque chose, hein, c'est sûr. Il y a les bâtiments qui sont en groupe scolaire qui restent un pôle très très consommateur mais très très occupé aussi, hein, le groupe scolaire du village, mais aussi de la plaine, et notamment aussi le gymnase, salle des fêtes gymnase qui est dans le collège. Donc aujourd'hui, la fille qui suivait du TE38 va aller sur une autre collectivité, donc elle nous quitte, il va y avoir un remplaçant, donc il y a une transition qui va se faire. Donc elle tenait à nous présenter quand même le travail qui a été fait. C'est un travail assez long. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire au niveau facturation. Il y a des précisions. Voilà. Mais globalement, l'état des bâtiments est quand même satisfaisant quand même. Hein. Il y a des choses quand même qui sont satisfaisantes. Mais on a quand même une trame de travail sur les fenêtres, l'isolation. Il y a plein de choses quand même qu'il faut voir et investir dans l'avenir. Le zonage aussi, le zonage. Le zonage. Vous travaillez dans les zonages des bâtiments pour bien séparer les... Il y a les chaufferies, il y a tout ça qui sera à revoir et isoler les bâtiments comme à la plaine. Il faudra isoler la salle des fêtes, qu'on a Laurencin, et puis l'école. Ouais, des choses comme ça. Quand l'école est fermée, la salle des fêtes fonctionne pour des tas de raisons. Il faudra séparer. Il y a des choses comme ça qui n'étaient pas prévues au départ. On va peut-être juste raccourcir en disant, effectivement, l'objet de ce diagnostic, c'était aussi de nous apporter des préconisations, donc qu'il faudra qu'on prenne en compte. Alors, ce sera à nous de décider, bien entendu, quels sont les éléments que l'on veut prioriser pour effectivement aller vers ce qui est attendu, enfin ce que l'État attend en tout cas sur la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà. Des bâtiments, en tout cas des bâtiments de la collectivité. Avec une obligation. Voilà. Et puis pour compléter, la nouvelle loi qui rentre en application au 1er janvier 2022 jusqu'à 2030. Ah ouais, l'accessibilité c'est 2002. Hein. 60. 50. 30, 40, 50. En fait, c'est moins
Non, c'est 40, 50. Moins 40. Moins 40 en 2030 et jusqu'à moins 60 en 2050. C'est énorme. Hein. GITR, comme vous n'avez pas entendu, la loi de l'accessibilité, c'est 2002. Voilà. 2002. Enfin, je veux dire, on a le temps, tu vois, quand les lois se mettent en place, on a bien 10-15 ans avant. Je suis pas sûr qu'ils attendent aussi longtemps. C'est pas le même domaine. Hein. Je suis pas sûr. Ok. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas toujours la même réactivité sur c'est une question de la mise en place de certaines des lois. Là, c'est la loi tertiaire, c'est ça. Ouais. Alors, pour rester un petit peu dans le... Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est des investissements qui permettront de faire des économies d'énergie, donc des économies d'argent, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a du pilotage à distance aujourd'hui qui existe dans les bonnes parties du bâtiment et qui permet de réduire la température de chauffage le week-end, le soir. Et voilà, il y a déjà des choses qui sont mises en place et permettent on a des bonnes pratiques et il faut qu'on les démultiplie. Voilà. Moi, je vais un petit peu continuer sur le sujet, à savoir que donc il y a un comité de conseil de communauté. On a voté l'arrêt du PCAET, hein, du plan climat, air, énergie territoriale. Donc avec des objectifs stratégiques, donc à l'horizon 2050. Donc qui peut être de l'ordre d'une réduction des consommations d'énergie de 18,5%, d'un taux de couverture des énergies renouvelables de 35%, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20%, et puis une réduction du stockage carbone par les milieux naturels et agricoles et produits biosourcés de 24%. Donc ça, c'est des objectifs stratégiques, avec un horizon quand même qui est assez loin. Et donc, de ces stratégies, donc, ont découlé des axes, 4 axes exactement. Donc, l'axe 1, c'est le développement d'une nouvelle mobilité. L'axe 2, c'est la rénovation et la sobriété énergétique des bâtiments. Donc, on rejoint un petit peu ce qui a été dit. L'axe 3, c'est la promotion des activités économiques locales durables. L'axe 4, c'est l'aménagement d'un territoire résilient. Et il y a un axe transversal qui va gérer donc, tout ce qui va être gouvernance, animation et suivi du PCAET. Donc voilà, c'est important parce que effectivement, dans le cadre du PCAET, la communauté de communes donc, va effectivement avoir des enveloppes financières qu'elle va sans doute utiliser donc, à destination, elle, bien entendu, de son petit territoire proprement dit, mais aussi, ça peut être à direction des collectivités territoriales, voire éventuellement des habitants. Donc ces enveloppes qui vont être précisées dans les semaines qui viennent à la rentrée, donc permettront sans doute aussi pour nous, sur les objets qu'on a évoqués tout à l'heure, de pouvoir engager effectivement des travaux avec des aides qui pourront sans doute aussi venir de la communauté de communes. Voilà, donc il y a des choses qui avancent de ce côté-là. Bon, je pense que le nouveau contrat ambition région, donc qui devait arriver, mais qui n'est toujours pas arrivé, mais je pense qu'il ne devrait peut-être pas tarder maintenant, ira sans doute aussi dans ce sens-là. Hein. Donc il y a de fortes chances. Donc voilà. S'il y a d'autres points que vous souhaitez évoquer, sinon moi j'ai aussi peut-être des travaux de la rue de Bourgoin. Ça, il y a deux points d'information. Alors d'abord, on va parler de la rue de Bourgoin, qui a retrouvé un fonctionnement normal depuis aujourd'hui. C'est-à-dire que les feux tricolores sont à nouveau en fonctionnement, puisque les gros travaux liés à la rénovation de l'eau ont été finalisés, ce qui fait qu'ils ont pu reboucher les tranchées avec l'enrobé et rendre la voie circulable telle qu'elle l'était avant. Je dis gros travaux parce que effectivement les travaux vont perdurer dans le temps, mais ça sera des travaux qui seront moins invasifs pour la partie eau, puisqu'on sera sur du raccordement entre les nouveaux tuyaux et les abonnés, il s'agit. Et qu'on va commencer du coup en janvier les travaux d'enfouissement des réseaux secs, à savoir les réseaux d'électricité et de télécom et d'éclairage public, puisqu'on va changer l'éclairage public. Viendront ensuite les travaux d'aménagement de voirie, avec le réaménagement de la route et des trottoirs. Parce que j'ai vu un habitant qui se posait la question,
oui, ces travaux nous permettent de créer un trottoir sécurisé, une bande douce de 2,50 m qui ira de la place de la mairie jusqu'au chemin du Vignon et permettra donc du coup notamment à nos enfants d'aller de la place de la mairie jusqu'au stade en site propre et sécurisé avec un éclairage public performant puisque l'éclairage éclairera les trottoirs et pas la route. Donc c'est eux qui seront en sécurité et c'est eux qui seront privilégiés. C'est beau. Voilà. Ça c'était pour le premier point. Alors j'ai un point. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant j'ai plutôt une mauvaise nouvelle. C'est pas lié aux travaux, c'est malheureusement les platanes de la place de la mairie. Je vous avais dit Gilbert avait signalé qu'il y avait un problème effectivement la fois dernière. Vous avez vu qu'il a été un peu soutenu dans sa fragilité le platane. Et ben en fait malheureusement le péril est tombé ce matin. Un expert est venu vérifier si on pouvait faire quelque chose et la réponse est il faut la battre tout de suite. C'est même pas espérer quelque chose. Et il nous a signalé une autre mauvaise nouvelle, c'est que le platane à l'entrée du parking, donc vous avez dû voir des barrières installées, était aussi creux, très très creux, et pouvait se casser à tout moment. Donc du coup, on va devoir abattre ces deux arbres le plus rapidement possible dès qu'on aura le créneau avec l'entreprise d'abattage. Et on va faire expertiser de manière plus précise, puisque là il a fait un diagnostic très rapide, sur les 3 autres platanes, parce que il soupçonne que l'entretien qui a été fait, ces platanes sont centenaires, à peu près. 4 quoi? Il en reste 4 après. 4, excusez-moi, j'ai pas le compté. 4 platanes seront expertisés pour vérifier si on peut, eux par contre, faire quelque chose pour les sauver, les soigner, parce que eux n'ont pas présenté de signes extérieurs de fragilité tels que les 2 autres les avaient. Voilà, donc ne soyez pas étonnés. La commission environnement se chargera de proposer des plans d'aménagement avec des nouveaux arbres dans un plan d'aménagement global, je pense, de la place de la mairie pour que la mairie retrouve un aspect verdoyant si jamais on devait tout abattre. C'est bien ça. Non, c'est un résineux, c'est pas bien. Non, mais un plan. C'est un champignon, c'est. En fait, alors si je veux rentrer dans le détail très technique, quand tu tailles tes platanes en espèce de parasol comme ça, tu crées un creux au milieu. Et en fait, si tu coupes trop court, si tu fais pas une taille régulière, tu coupes trop court d'un coup, en fait, ton platane il est nu pendant un bout de temps au niveau du creux. Et du coup, ça concentre les agents pathogènes qui viennent dans le creux. Et du coup, qui viennent, entre guillemets, taper dans le tronc directement. Et c'est ça qui affaiblit l'arbre. Voilà. Merci pour ce détail technique. Après, ils ont 100 ans. Les agents pathogènes. Oui, mais normalement, c'est 200 ans. Sauf cannabis. Voilà. Voilà, d'autres sujets que vous souhaitez évoquer? Non. Bon, moi, je vais évoquer un sujet. Donc, je crois que lors du dernier conseil municipal, j'avais dû annoncer la date des vœux, qui était le 10 janvier. Donc, aujourd'hui, je vais annoncer que, étant donné les conditions sanitaires telles qu'elles sont annoncées, en particulier pour au moins la première quinzaine de janvier, voire plus, donc on a décidé pour l'instant d'annuler les vœux, donc en tout cas les vœux en présentiel. Donc je ferai comme l'année dernière donc une vidéo pour remplacer. Sachant qu'aujourd'hui, bien entendu, de toute façon on a aussi pris un arrêté j'ai pris un arrêté pour les manifestations donc des associations en interdisant donc tout ce qui est consommation de boissons et autres denrées donc dans ce type de manifestation. Donc bon, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de pas mal de présidents d'associations qui ont quand même décidé d'annuler leurs arbres de Noël en particulier pour éviter, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est quand même les enfants qui sont les plus vecteurs de ce virus. Donc du coup, on ne peut pas, en tout cas, augmenter les chances de créer des lieux d'infection juste avant les fêtes. L'arrêté, il a une validité dans le temps? L'arrêté, il a une validité dans le temps? Oui, jusqu'au 15 janvier. Voilà, donc on n'aura pas de vœux en présentiel encore cette année. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de communes qui annulent. Hein. Il y a Vienne, par exemple. Il y a des communes sur le secteur qui annulent aussi. Donc, je pense que c'est bon. Il vaut mieux être vigilant. C'est pas trop ce que l'avenir nous réserve, en tout cas pour
dans un avenir proche. Donc, du coup, on va plutôt être prudent. Même si on aurait préféré faire des vœux en présentiel, parce que c'est quand même quelque chose qui manque un peu de ces temps de convivialité. Mais bon, c'est comme ça. Tu veux que j'en parle? Juste une petite info. Si vous entendez, par exemple, si vous entendez un logement plein pied pour une personne, donc c'est un père de famille qui a été amputé des 2 jambes sur la commune de Charvieux. Donc toutes les communes sont en alerte pour trouver un logement à ce monsieur qui est coincé dans sa chambre depuis plusieurs mois, qui ne peut pas sortir. Le fauteuil roulant ne passe pas entre les portes, donc il est condamné à rester dans sa chambre. Donc si vous entendez par un particulier une location d'un appartement en plein pied, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations. Donc voilà, toutes les communes sont en alerte. Voilà. Gilbert me demande d'en parler. Le centre de vaccination va déménager au 3 janvier à Charvieux. Voilà, Venturi va récupérer ses locaux et ça sera là. Ça va être ouvert le dimanche. Et il y a des créneaux particuliers pour les enfants le mercredi de 13h jusqu'à 17h, le mercredi de 14h à 17h. Ça sera réservé exclusivement aux enfants de moins de 11 ans. De moins de 12 ans, pardon. Voilà. Une chose. La vaccination, c'est déjà ouvert les créneaux ou ça ouvrira qu'à partir du 3 janvier? Pardon, je sais pas. La prise de rendez-vous. Voilà, merci. La prise de rendez-vous, c'est déjà ouvert? Sur Charvieux. Oui, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour l'instant. Oui, il y a peut-être pas de place, mais... Moi, j'ai regardé tout à l'heure le premier créneau que j'ai vu sur la CPTS de Concherville, donc c'est pour le 5 janvier. Les premiers créneaux qui sont disponibles. Il faut regarder du coup Charvieux. En fait, Doctolib, tu as 2 solutions. Ouais. Soit tu fais Doctolib et ils ne te disent pas si c'est Charvieux ou... Enfin, c'est le centre de vaccination de la CPTS en fait. Le lieu sera précisé après. Soit par Doctolib tu cherches, soit tu appelles le numéro de téléphone qui est dédié, qui est parce que Doctolib, tous les créneaux ne sont pas donnés. On a bloqué des créneaux pour les gens du territoire. D'accord, ok. Voilà, et il n'y en a pas des masses non plus, hein, mais voilà, par le téléphone, si on est du territoire, on est prioritaire. D'accord, ok. Alors, je vais vous faire donc une lecture qui va être rapide du calendrier, parce que avec les fêtes, donc ça va aller très vite. Donc, samedi 18, je pense que c'était maintenu. Il y a 2 spectacles organisés par l'association Rêve au Triolet. Donc, il y a un spectacle de magie le samedi après-midi et d'hypnose le soir. Ça, c'est pour faire dormir les gens plus vite. Sinon, lundi 20, nous aurons au bureau municipal. Le mardi 21, donc commission d'urbanisme, 17h. Ensuite, on se retrouvera. Alors, il n'y aura pas de bureau municipal le lundi 27. Les festivités vont vraiment reprendre. Donc, le lundi 3 janvier avec un bureau municipal. Le mardi 4 avec une commission d'urbanisme. Je pense qu'on n'aura peut-être pas trop de dossiers ce jour-là, après les 2 semaines de fête. Ensuite, moi j'ai le comité de pilotage pour le schéma directeur informatique et numérique avec la comité de commune. Ça sera le vendredi 7. Le lundi 10, donc nous aurons, puisqu'il n'y aura pas les vœux du maire en présentiel, donc on aura bureau municipal normalement. J'ai un bureau communautaire l'après-midi, début d'après-midi. Ensuite, normalement cette semaine, la semaine 2 de janvier 2022, je devrais pouvoir signer, donc en tout cas inaugurer la CTG, c'est-à-dire Fonds territorial global. Voilà, très bien. Je suis spécialiste. C'est autre chose. Donc la convention territoriale globale, on devrait normalement voter ça et enfin avoir le retour définitif cette semaine-là. Je n'ai pas eu de confirmation. Moi, je vous propose un conseil municipal normalement pour le vendredi 14.
Donc le 17, nous aurons bureau municipal également, une commission d'urbanisme le mardi 18. Et donc je reprendrai tous ces éléments-là. Donc après, il n'y a pas de point particulier. Bureau municipal, un conseil communautaire le 27 janvier. Voilà. C'était assez rapide aujourd'hui. Le 17 janvier, conseil des aînés. Ce sont les vacances. 17, conseil des aînés. Le 17 janvier, on a le conseil des aînés de 20h à 22h. Et le 13 janvier, on a commission éducation à 18h30, si je ne me trompe pas, Stéphanie. J'étais en train d'envoyer un message pour dire, le 14 CM, 13 commission éducation. Il me semble, hein, que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Trop fort. Ne le dis pas parce que ça risque d'être modifié. D'accord. Très bien. C'est bon? Oui. Ouais. Bah, écoutez, il est 20h45, donc je déclare la séance close. Je souhaite à tous, ceux que je ne reverrai pas, de belles fêtes de fin d'année, d'être quand même vigilants, attentifs, à ne pas prendre trop de risques. Voilà. Belle fête de fin d'année à tous. Merci. 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 Merci.